Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres, pour se soutenir, s'entraider. C'est maintenant au 39 21. La ligne vous est ouverte. Pauline et Assiba vous y attendent sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si de l'autre côté de votre poste de radio un témoignage fait écho à votre histoire, n'hésitez surtout pas à appeler le 39 21 pour nous en faire part. Vous pouvez également intervenir par SMS au 7 21 21. C'est le nouveau numéro des SMS. Le code reste inchangé, code nuit, ou par courriel sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marc. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, il m'arrive une aventure un peu spéciale et je l'avais confiée à votre collègue, l'autre Caroline. À Caroline Veil, oui. Tout à fait. Vous l'avez appelée donc pendant vos vacances. Mm-hmm. Et tout le monde a le droit d'en prendre, sauf moi, parce que moi je travaille surtout pendant les vacances, parce que je suis intérimaire et je travaille comme chauffeur routier. D'accord. Et voilà ce qui m'arrive. J'ai un papa qui a 70 ans maintenant et il est en difficulté financière et j'ai déposé 2000 francs sur mon compte. Je lui ai donné une procuration et quand je lui ai demandé de me restituer 2000 francs ou 2000 euros 2000 euros, pardon. Mm-hmm. Excusez-moi. 2000 euros sur mon compte. Il a eu toutes les peines de me dire qu'il pouvait pas me donner de l'argent, quoi. Et là, ça a été dur, quoi, pour moi. Donc déjà, c'était très conflictuel déjà autrefois, et parce que il estimait que du fait que j'habitais chez lui suite à un divorce, voilà, ça arrive, et je crois que ça peut arriver à beaucoup de gens qui sont et voilà. Moi, c'était ou la misère, la rue, ou c'était mes parents qui sont encore vivants, bien heureux d'avoir encore des parents. Alors, attendez, je comprends pas bien. Vous avez mis 2000 euros sur son compte ? Ouais, non, sur mon compte, et je lui ai donné une procuration pour qu'il puisse prendre l'argent. Pourquoi ? Mais pour pouvoir, moi je suis sur la route toute la semaine, hein, parfois pendant 15 jours. Oui. Donc pour qu'il puisse retirer l'argent, parce que moi des fois j'ai même pas le temps, je rentre chez lui, enfin je reviens chez mes parents, je reprends un peu d'argent et je repars. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire. Mais vous n'avez pas une carte bancaire ? J'ai pas de carte bancaire, non, j'ai pas de carte bancaire, j'ai pas de chéquier non plus. Mais ça, vous savez, suite à un divorce, souvent c'est comme ça que ça se passe, hein, aussi. C'est qu'on se retrouve dans une misère psychologique où l'autre jour j'ai entendu votre un intervenant qui disait qu'effectivement il était au plus bas et qu'il avait créé son entreprise et qu'il avait été même Didier, oui, c'était hier. Voilà, et oui. Exactement. Et voilà, je me retrouve un petit peu dans le bas de l'échelle de ce que c'était hier, et j'espère. C'est pour ça que vous êtes revenu vivre chez vos parents suite Absolument, à votre divorce. parce que c'était la rue ou ça, hein, c'était de toute façon j'avais pas le choix. Hein. Mm-hmm. Bon, et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il raconte beaucoup de bêtises autour il raconte beaucoup de bêtises à la famille en disant que je suis cinglé et tout, donc voilà. Mais alors là, vous lui avez demandé donc de l'argent et il Oui. vous dit qu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Voilà, à peu près, ouais. Enfin bon, j'ai quand même Vous avez été vérifié ? Bien sûr. Mais n'empêche que j'ai quand même réussi à avoir 350 euros, parce que je voulais envoyer 150 euros à mon fils qui est en Bretagne, qui m'avait donné un coup de main. Oui. J'ai encore heureusement des enfants qui sont près de moi. Mais bon, mais est-ce que de fait, il y a plus d'argent sur votre compte ? Ah, de fait, il a tout retiré, oui, c'est clair. Et il en a fait quoi ?
Ah, il l'a gardé, il est dans sa poche. Il ne les a pas dépensés. A priori, il en a dépensé une bonne partie quand même, parce qu'apparemment, il lui restait plus que 600 €. Donc je sais pas. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a fait les courses. Non, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est pitoyable, mais voilà, encore mon coup de gueule, ça va être ça, c'est de dire s'il y a quelqu'un, franchement, qui pourrait me trouver du boulot comme chauffeur routier sur zone longue, c'est-à-dire, les gars, ils savent ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire un boulot où on fait de la route. Moi, je peux même aller en Grèce s'ils veulent, hein, ça m'est égal. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est trouver du boulot pour faire de la route. Et puis après, éventuellement, comme votre ami Didier, c'est ça, de l'autre jour, qui a créé son entreprise, éventuellement trouver quelqu'un qui pourra peut dire, parce que ça, franchement, c'est vrai que ça aussi, ça me manque beaucoup, c'est de trouver quelqu'un qui peut me tenir la main en traversant un square. Et rien que sans penser qu'à ça, d'avoir quelqu'un avec qui on puisse parler. Pour ça que je vous appelle d'ailleurs, aussi un peu pour ça, hein. Même beaucoup pour ça, certainement. On travers de tous les faits, le fait que y a des problèmes de famille, il y a aussi beaucoup ça, quoi. Et puis surtout, la dernière fois que je suis intervenu, j'aimerais surtout remercier tous ceux qui sont intervenus, qui m'ont aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Vous aviez appelé par rapport à quoi? À peu près la même chose, demande? mais c'était pas aussi grave, quoi, parce que j'avais vraiment plus d'argent et ils pouvaient pas m'aider. Démerde-toi. Et Vos donc, parents? je suis resté pratiquement une semaine sans manger, pratiquement, quoi. J'avais quelques petites réserves j'avais une boîte j'avais pratiquement rien, quoi, pour manger. Et entre-temps, vous avez retrouvé du travail, et oui, vous êtes intérimaire. En intérim, voilà, tout à fait. Ils m'ont trouvé du boulot, et là, j'ai pu repartir sur la route. Et là, je suis sur la route, là, d'ailleurs. Je suis pas très loin de chez vous, je suis à côté d'Evry. Et voilà. Donc là, maintenant, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est pas grave. Moi, du moment où je peux manger, ça me suffit. Manger et me tenir propre et travailler, ça, je suis heureux. Oui, mais là, quand même, je reviens sur cette histoire. Bon, alors, votre annonce est passée, hein, Marc. Il y a peut-être, vous avez bien fait, des employeurs comme ça qui nous écoutent et qui recherchent un chauffeur. De la zone longue, ouais. Voilà. De la zone longue sur Bordeaux, ou même pour faire de l'Espagne ou de l'Italie, ou même monter sur Paris. Moi, j'ai un camping-car. Je vis dans un camping-car, hein. Je vis pas chez mes parents, finalement, si vous voulez, hein. C'est pour moi, c'est juste une boîte à lettres, hein, parce que il faut savoir que tous ceux qui sont justement dans la rue, s'ils n'ont pas une boîte à lettres, ils sont vraiment dans une misère totale, quoi. Il faut une boîte à lettres, hein. Si vous voulez ouvrir un compte, si vous voulez, voilà. Pour tout ça, il faut avoir une adresse. Alors, il y a Lisa qui se souvient bien de vous et qui envoie un message là au 7 21 21 qui demande, qui dit mais alors ça n'a pas marché avec le patron du chauffeur routier qui voulait vous embaucher. Apparemment, quelqu'un s'était manifesté ce soir-là. Tout à fait, absolument. C'était sur Strasbourg. Écoutez, j'ai retenu les coordonnées. Pour l'instant, j'ai rien établi. Mais Strasbourg, c'est quand même assez loin de ce que j'imagine pour faire de la route. C'est du frigo. C'est pas exactement ce que je recherchais. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment faire de la route pour faire de la route, quoi. C'est pas rester. Bah oui, mais faire en des relais. attendant, Marc, je sais, mais vous dites vous n'avez rien, vous n'avez. J'ai du travail là. J'ai du travail pour l'instant. Je suis en intérim, j'ai du travail. J'étais du travail jusqu'à la fin septembre. Donc, ah oui, mais si on peut vous proposer un poste au-delà plus stable, ça vaut quand même la peine. Écoutez, si on me trouve mieux, je vais pas cracher dessus. Ouais. Voilà. Donc. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que si vous avez un emploi plus stable, ça vaut peut-être la peine quand même. Tout à fait. Se stabiliser, c'est ça le. Parce que fin septembre, ça va venir vite, hein. Ouais, tout à fait. Oui, non, ça, c'est vrai. Et comment se fait-il qu'après votre divorce, vous vous retrouviez dans une telle situation de banqueroute, là? Écoutez, j'ai pas mal déprimé, hein, quand même. Ça, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Je crois que, de toute façon, tous ceux qui sont divorcés, je crois qu'ils non, pas tous. Oh, je crois que la plupart des gens qui sont divorcés s'y attendaient pas. Hein. On peut pas généraliser. Heureusement, tout le monde ne se retrouve pas dans une telle galère. C'est toujours une épreuve moralement, mais enfin, heureusement, il ne s'ensuit pas toujours une telle déroute. Je crois pas que ça se passe dans la gaieté non plus, hein, quand on divorce. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais là, visiblement, ça entraîne, ça a des conséquences quand même. Oui, c'est vrai. Mais
ça a des conséquences, c'est toujours. Mais là, c'est parce que j'avais commencé, comme votre ami Didier, à monter une entreprise et où je gagnais beaucoup moins d'argent et ça l'a pas fait, quoi. Ça l'a pas fait. Et moi, par contre, ça commençait à devenir intéressant, mais ma femme, elle a pas suivi derrière, quoi. Elle a dit non, moi je peux plus assumer les charges, les machins, les trucs. Donc ou tu arrêtes ou tu continues, mais si tu continues, ça sera sans moi. Et voilà. Donc j'ai continué et puis jusqu'à ce que j'ai pu. Et ça, mais elle avait raison, sûrement, il aurait fallu que j'arrête. Elle avait certainement. Et par rapport à vos parents, il faudrait quand même, étant donné la situation financière dans laquelle vous vous trouvez, leur demander pourquoi ils se sont servis dans votre compte. Alors est-ce que... ils estiment que depuis 4 ans que je vis chez eux, je leur dois. D'accord, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est parce que ils pensent que Alors, moi, est-ce que vous leur versez quelque chose ou pas? J'ai toujours versé quelque chose à mes parents pour alors que j'y étais pas, hein, parce que comme je suis toujours sur la route, mais bon, je donnais quand même à chaque fois 150 € par mois pour dire bon voilà quoi, je dors là, mais bon. Oui, mais ils auraient pu vous en parler. Un week-end de temps en temps, mais voilà quoi. Non, mais moi, c'est moi qui en ai parlé, c'est même pas eux. Et quand je leur ai demandé, mais qu'est-ce que je vous dois, et si on peut le chiffrer, ça serait mieux comme ça, ça serait clair. Oui, c'est ça. Voilà. Mais eux, ils ont dit non, attends, on était chez toi ici. Bon, et puis là, maintenant qu'ils ont plus de fric, maman, elle a fait un petit peu de dépenses qui étaient un petit peu exagérées. Ils se retrouvent vraiment dans la mouise, mais vraiment dans la mouise, interdit de chéquier, interdit bancaire et tout. Donc voilà, maintenant c'est moi qui prends, parce que c'est. Oui, mais la façon dont, après je sais pas, il y a peut-être des choses que vous dites pas, mais je comprends pas bien. Ils auraient pu vous en parler au lieu d'intervenir de cette façon-là, de prélever sur votre compte sans vous en parler. Peut-être l'ont-ils fait. Alors là, effectivement, vous avez peut-être pas tout compris. Mais c'est moi qui ai donné l'autorisation de prélever sur mon compte pour avoir de l'argent. Oui, mais là, vous semblez fort surpris quand même que, ayant mis 2000 € sur votre compte, vous ne vous retrouviez qu'avec avec si peu d'argent. Vous avez pu prélever 350 €. Oui, parce qu'il me donne ce qu'il veut. De toute façon, parce qu'il a prélevé l'argent. Maintenant, c'est foutu, quoi. Je veux dire, si j'avais fait... Vous savez, c'est une histoire de confiance aussi, une famille. C'est comme dans un mariage, il y a aussi une histoire de confiance. Voilà, j'avais fait confiance, j'ai dit oui, ça va le faire, quoi. On va pouvoir faire le mois avec ça. Donc, non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Non, c'est pour ça que je dis encore une fois que je cherche vraiment du travail sur Paris. Mais vous me dites que vous en avez du travail, c'est ça que je comprends. Pour l'instant, jusqu'au mois de... Mais c'est de l'intérim. Mais là, je savais, arriver à 44 ans, après, si vous vous stabilisez pas dans une boîte où on vous fait confiance, c'est foutu. C'est foutu, vous avez plus de boulot. Et même déjà, si j'arrive à aller jusqu'à 50 ans avec du travail, ça sera formidable. Parce que après 50 ans, les gars, on les lâche, quoi. Parce que on prend des petits jeunes, on les paye moins cher, et puis voilà. D'ailleurs, à tous ceux qui roulent là ce soir, bonne route, faites gaffe. Alors, je reçois des messages, là. Il y a Damien qui dit, mon oncle a son entreprise de transport. Je peux voir avec Marc s'il veut donner ses coordonnées, qu'il n'hésite pas. Sans problème, donc, on va les reprendre hors antenne. Et on va les envoyer à Damien. Il y a également, je remercie Mouloud qui nous donne les coordonnées d'une grande société. On ne peut pas évidemment les donner à l'antenne, on peut pas faire de publicité, mais on vous les donnera hors antenne. Il y a Yann qui dit, mon patron cherche des chauffeurs. Écoutez Yann, appelez-nous 3921 ou laissez-nous un numéro où on peut vous joindre de façon à ce qu'on communique votre numéro à Marc. D'accord, mais c'est formidable. Vous voyez, attendez, avant de dire, Marc, moi, vous savez, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pareil parce que attendons de voir, quand même. Absolument, voilà, parce écoutez, de toute façon, je vous tiendrai au courant de ce qui s'est. Attendons de voir. Absolument. Voilà. En tout cas, il y a Vincent qui voulait intervenir. Je sais pas où on en est. Est-ce que Pauline a réussi à le joindre? Est-ce qu'il est là? Est-ce que il n'est pas là? Il y a Vincent qui voulait intervenir, mais on n'arrive pas à le joindre. Alors peut-être que on va pouvoir l'avoir un petit peu plus tard. En tout cas, ne raccrochez pas, Marc. D'accord. On va reprendre vos coordonnées
et Pauline va vous donner déjà quelques informations qui sont arrivées là et qu'on ne peut pas communiquer parce qu'on peut pas faire de publicité à l'antenne. Bien sûr, je comprends. Bon, en tout cas, vous parliez également quand même de... Là, je sais que l'urgence, elle est sur le plan travail, mais vous parliez, vous dites que vous avez été très mal psychologiquement et on peut comprendre compte tenu de ce qui arrive. Est-ce que vous êtes aussi aidé sur ce plan-là ? Parce que ça me paraît aussi dans un tel état de confusion familiale. Enfin, peut-être que ça serait bien aussi pour y voir un petit peu plus clair et pour repartir d'un meilleur pied. Parce que ce que vous avez retenu de l'appel de Didier hier, c'est effectivement qu'à un moment il était tombé très bas et heureusement qu'il a pu s'en sortir. Ce que vous n'avez peut-être pas relevé, c'est qu'il nous a parlé de sa dépression, qui faisait qu'il avait complètement plongé, dont il s'est sorti, et dont il s'est sorti grâce à une aide et à un soutien à la fois par un psychiatre et par un psychologue. Hein. Donc, psychiatre, même s'il a dit. Psychiatre et psychologue. Il était pris en charge par les deux. Mais écoutez, est-ce que vous êtes aidé sur ce plan-là ? Non, absolument pas. C'est dommage. Mais peut-être, oui, c'est peut-être dommage, mais je pense que j'ai assez la tête sur les épaules. Non, mais attendez, ça n'a rien à voir avec la tête sur les épaules. Vous semblez quand même, et on le serait à moins, très angoissé, très nerveux, très. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Et je pense, alors c'est vrai que c'est compliqué du fait de votre métier. Évidemment, mais si vous aviez peut-être un moment, un lieu un peu pour vous poser, pour parler de tout ce que vous venez de traverser et que vous vivez encore, ça vous permettrait de peut-être voir les choses, de prendre les problèmes un à un. Mais c'est exactement ce que je cherche. Et j'ai d'abord me poser, d'ailleurs, trouver quelqu'un qui puisse m'embaucher à l'année sur de la zone longue, et après, petit à petit, tout doucement, arriver à remonter la pente. Un peu comme l'a fait Didier, votre auditeur. Voilà. Et puis arriver à faire quelque chose de nouveau, peut-être rencontrer d'autres personnes. J'ai des amis sur Bordeaux qui disent aussi ouais, mais bon, pour rien on n'est pas patron, hein, et le patron il n'embauche pas. Bon, voilà, on fait comme ça, voilà, c'est ça. Mais sans ça, c'est vrai que c'est pas évident. Ils disent la crise, oui, c'est vrai, c'est la crise. Oui. Non. Mais la crise, on la prend nous, c'est nous, hein, c'est nous en bas de l'échelle. Hein. C'est pas le trader, le mec qui a dépensé 500 millions d'euros et qui a perdu. C'est pas lui qui perd, hein. C'est nous en bas. Hein. C'est toujours les mêmes. Bon. Moi, je crois que ça serait bien aussi que vous soyez quand même un peu aidé. Mais peut-être, vous avez, bon, écoutez, je sais pas comment je peux gérer ça aussi, c'est parce que ça aussi, il faut trouver le temps pour le faire. Oui, enfin. Moi, je commence le dimanche soir, je finis le samedi matin, vous voyez, ça va être difficile. Hein. C'est ça, ma vie, hein. C'est ça le boulot. Oui, mais là, vous êtes dans un tourbillon. Je sais. Mais c'est pour ça que je dis... mais vous savez, l'abbé Pierre, sur votre antenne, il a lancé aussi un coup de gueule. Non, c'est pas chez vous. Mais enfin bref, il a lancé un coup de gueule un jour en disant qu'il faut m'aider. Et il a réussi à effectivement aider beaucoup plus que lui. Il a aidé tout le monde autour de lui. Et moi, c'est ce que je voudrais, c'est essayer de m'aider. Et puis après, peut-être que j'aiderai les autres. Mais pour l'instant, il faut que j'arrive moi à m'aider, moi. Mais c'est ni plus ni moins ce que je suis en train de vous dire, Marc. Absolument, il y a plusieurs façons de s'aider. Absolument. Voilà. En tout cas, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas. On va prendre vos coordonnées et vous transmettre déjà les coordonnées des auditeurs qui se sont manifestés. Bah écoutez, voilà. C'est magnifique. Moi, je peux pas vous dire mieux que vous faites une super émission, que vous avez un beau métier. Il faut remercier surtout les auditeurs. Voilà. Ouais, mais vous êtes exceptionnel aussi. Non, mais moi je fais rien du tout. Écoutez, non. Vous n'avez pas que je vous ai écouté. N'inquiétez pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai bien entendu. Merci Marc et bon courage. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Vous écrivez, vous avez un manuscrit dans un tiroir que vous aimeriez publier, envoyez-le aux éditions Amalthée.
Les éditions Amalté publient tout type de livres aux conditions régies par l'article L132.2 du Code de la propriété intellectuelle. Même si vous n'avez jamais été publié auparavant, votre manuscrit sera étudié. N'hésitez plus, envoyez vos écrits aux éditions Amalté, 2 rue Crucy, 44 005 Nantes Cedex 1, téléphone 02 40 75 60 78, 02 40 75 60 78. Yodelice Free. Bonsoir Tina. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Je vous en prie. Alors vous avez besoin un peu d'être conseillé parce que votre mari, dans le cadre de son travail, peut obtenir dans les mois à venir un poste qui l'intéresse beaucoup. Mais il y a un petit hic, c'est que ce poste est basé en Amérique du Sud. Voilà. Et vous êtes un peu tiraillé, même voire beaucoup entre l'opportunité de ce poste avec le changement de vie que cela comporte et qui peut être une expérience évidemment très intéressante. Et puis la famille que vous laisseriez derrière vous, enfants, petits-enfants et parents âgés, mais vous précisez non isolés dans votre c'est-à-dire parce que ma maman est encore bien sûr de ce monde, mais elle commence à être âgée et si je devais partir, il y a quand même ma sœur, mon frère près d'elle. Oui, d'accord. Voilà. Donc elle ne serait pas seule. Non. Mhm. Et oui, et donc c'est ce qui nous tiraille beaucoup, c'est le choix de Oui. le choix d'opter pour une situation qui peut être très intéressante, mais laisser les enfants avec leurs petits et nos enfants travaillant, c'est vrai que c'est important pour eux aussi de pouvoir compter sur nous, de pouvoir les garder pendant les vacances scolaires, voilà. Et je me dis ces années-là, ce sont des années que nous n'allons peut-être pas retrouver. Ça serait pour combien de temps? Il a une idée? Parce que j'imagine si on lui propose ce poste, ça serait pour une durée, vous resteriez pas forcément 10 ans là-bas. Non, c'est ça. Ce serait moins de 5 ans parce qu'après mon mari atteindra l'âge de la retraite. Donc, d'accord, oui. Voilà, donc c'est pour ça. D'autant plus, oui, c'est vraiment l'occasion à saisir avant. Oui. Voilà, je pense que c'est maintenant ou pas. Jamais. Maintenant ou pas. Oui, c'est d'autant plus tentant. Ben oui, voilà. Donc. Et oui. Alors, nous avons plusieurs enfants. Il y en a 2 qui sont favorables. Oui. Et j'ai une fille qui est un peu plus, qui comprend pas trop notre choix. Oui, pour quelle raison? Parce que elle nous dit, mais vous allez vous couper un petit peu de la famille. Elle appréhende. Oui, je pense que c'est ça. Vous vous occupez beaucoup de ces enfants. Vous êtes très présent pour tous les elle. Jours, mais relativement souvent quand même. Parce que vous êtes proche géographiquement de vos enfants. Oui. Ah oui, d'autant plus. À moins d'1 heure de route. Ah oui, en effet. Oui. Donc c'est très pratique. Elle a un mode de garde néanmoins? Justement, pour le moment, elle était en congé parental et elle reprend son travail dans 15 jours. Ah oui. Et le petit va aller à l'école, donc. Oui. Et oui, donc évidemment, elle comptait peut-être pas mal sur vous. Oui, c'est ça. Oui. Bon. Alors donc voilà, c'est toutes ces questions là qui nous tourbillonnent dans la tête et il va falloir prendre une décision parce que. À quel moment vous devez la prendre? Prochainement, là, d'ici la fin du mois, fin septembre. Oui, fin septembre. Oui. Oui, donc en effet, ça approche là. Mais oui. Oui. Et vous en avez parlé, donc, alors déjà 2 de vos enfants, ils sont plutôt favorables. Vous parliez de votre maman, vous l'avez abordé avec elle, cette éventualité? Non. Oui. Non. C'est-à-dire, il y avait eu quelques années, mon mari aurait pu déjà avoir un poste et ça ne s'était pas fait. Alors on lui en avait parlé un petit peu. Allez. Je dis, oh là là, mon Dieu, vous allez nous quitter. Et puis ça ne s'est pas fait. Mais là, on attend un peu de prendre notre décision avant. Oui, avant de l'angoisser. Oui. Oui, vous avez raison. Oui. Elle a quel âge votre maman? 85 ans. Oui.
Oui. Oui. Oui, à la limite, c'est pas la peine de l'inquiéter si au final vous ne partiez pas. Mais non, voilà. Hein, oui. donc bon. Et qu'est-ce qui... Alors finalement, c'est plus de... votre mari, lui, qu'est-ce qu'il en dit ? Eh ben justement, alors mon mari, il me dit là par moment je suis très emballée, puis par d'autres là, ben, il appréhende un peu aussi, quoi, parce que là vous avez mis en avant d'emblée, enfin c'est moi puisque mais c'est ce que vous me disiez dans votre mail aussi, oui. Ce qui vous retiendrait, ce qui dans le fait d'accepter, vous mettez en avant ce que vous perdriez. Mais qu'est-ce que vous gagneriez à accepter, au fait que votre mari accepte ce poste ? Mais c'est surtout une expérience, vivre un petit peu différemment, hein, ne pas vivre une petite vie routinière. Et puis surtout pour lui un travail quand même plus intéressant. Oui. Ça ne s'est jamais présenté jusqu'à présent nous avons bougé quand même tout au cours de notre vie, mais toujours en France, quoi. Oui, jamais à l'étranger. Non. Ouais. Non, là c'est le grand saut, donc ça veut dire revenir une fois par an. Oui. Hein? Mais vos enfants pourraient venir. Oui, bien sûr. Pour des vacances avec les petits, là. Oui. Parce que ça peut faire de très belles vacances. Mais oui, c'est ça. Parce que pour eux aussi, ça peut être l'occasion de découvrir comme ça un continent, enfin je veux dire, et dans les meilleures conditions, puisque vous y seriez installés dans de bonnes conditions, on peut imaginer, et puis justement en leur faisant, en les recevant vraiment, vous connaîtriez déjà les meilleurs endroits, bon. Mais oui. On pense à tout ça. Alors, je reçois des petits messages. Annie, qui dit, vous avez élevé vos enfants, ils peuvent élever les leurs. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est ce que je me dis aussi. Mais bon, moi, j'ai travaillé et c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi compter sur la famille en cas de gros coups durs, quoi. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Vous aviez comme ça des parents ou des beaux-parents qui... Oui. Eh oui. Oui. Mais peut-être aussi ont-ils il y a des grands-parents du côté paternel ? Oui, mais la maman travaille encore, donc elle est moins disponible que moi. Mm-hmm. Oui. Et moi, ce que je crains, c'est que ma fille, qui est moins favorable à notre projet, me fasse un peu le reproche, après me dire oui, mais vous nous avez bien laissé. Oui, mais en même temps, écoutez, y a un peu un temps pour tout quand même. Hein. C'est vrai. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec Annie là sur ce plan-là. Après tout, vous avez élevé vos enfants, c'est à vos enfants d'élever les leurs. Alors certes, les grands-parents, je suis d'accord avec vous aussi, Tina. C'est vrai que c'est important le rôle des grands-parents, mais le rôle des grands-parents, c'est pas fait pour garder les enfants. Ah non, bien sûr. Non. Comme vous dites, c'est ça, en cas de coup dur, mais c'est aussi réservé au plaisir, le partage, l'échange. Et bon, ça veut dire que votre fille, oui, elle devra s'organiser autrement. Oui. Là où elle se disait, je vais avoir ma mère qui va être là, et du coup, elle avait peut-être pas trop organisé son retour au travail après ce congé parental. Là, oui, ça lui complique un peu son projet parce que il va falloir qu'elle anticipe, qu'elle prévoit. Oui, mais elle ne compte pas non plus sur moi pour les garder continuellement, puisque nous sommes quand même à une bonne heure de chez eux. Moi, je peux pas non plus être tous les jours à garder les petits, mais c'est en cas de coup dur ou lorsqu'elle a vraiment besoin, quoi. Par exemple, en cas de maladie d'un enfant, je peux faire un petit saut et oui, sur quelques jours comme ça, je peux la dépanner. Mais oui.
Alors, Petite Plume dit évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de saisir cette belle occasion qui ne se reproduira peut-être pas. Il y a Lisa qui dit, vous ne devriez pas gâcher cette expérience pour garder vos petits-enfants. Profitez-en et partez. La Luciole dit, autrefois, j'ai refusé sur pression forte de ma mère un poste d'interprète dans un organisme international. Je l'ai toujours regretté. Mais oui. Moi, je pense que... alors, c'est vrai que dans votre mail, vous dites, devons-nous agir en parents et grands-parents égoïstes. Alors, vous le mettez quand même entre guillemets, mais ça montre que c'est compliqué pour vous. Enfin, il y a beaucoup de culpabilité. Oui. Si vous aviez l'impression d'être des mauvais parents et mauvais grands-parents, de dire... on vit un peu pour nous, on a besoin de se faire plaisir finalement, et vous avez le droit de vous faire plaisir. Mais oui, et je voudrais pas après que nous regrettions en se disant on aurait dû profiter de cette opportunité. Oui, parce que là c'est certainement une des dernières fois pour mon mari. Après ça va être la retraite, donc. Moi je me dis aussi que pour vos enfants, ça pèserait lourd de se dire tiens, les parents sont pas partis un peu en se disant pas à cause de nous. Ça serait un peu trop dur de le formuler de cette façon-là, mais quand même. Vous voyez, je trouve que pour des enfants, c'est quand même bien de savoir que les parents, ils sont heureux, ils se prennent bien en charge, ils ont une vie agréable. Ça enlève beaucoup de poids sur les épaules. Mais oui. Même pour les enfants quand ils sont adultes. De savoir que ses parents, ils sont pas toujours heureux en couple, qui s'ennuient, voire qu'ils dépriment un peu, voire beaucoup, oui. Qu'ils attendent finalement après les visites des enfants, des petits-enfants, parce que ça donne un sens à leur vie. C'est lourd. Oui. Pour les enfants aussi. Vous voyez, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, parce que finalement, pour les enfants, quand ils sentent que leurs parents peuvent vivre en dehors d'eux et être heureux, ils peuvent mieux s'occuper de leur vie, sans avoir à se dire je me sens aussi responsable de mes parents. Oui. Donc là, au fond, quand vous pensez être égoïste, vous occuper de vous, c'est aussi, ça va leur permettre à eux au fond, de s'occuper vraiment de leur vie en se disant, papa et maman, eux, ils sont bien, ils sont dans leur projet, ils sont dans une dynamique, c'est formidable. À leur âge, ils ont plein de projets, plein de choses encore, et puis eux, ils viendront vous voir avec les petits, et ça fera de très belles vacances. Mais oui, j'espère. Il y a Chiquita qui dit, vos enfants se débrouilleront, bien des solutions de garde existent. Nos parents doivent surtout vivre leur vie après avoir beaucoup donné. Vos enfants vous aiment certainement assez pour le comprendre. Amitié d'une jeune mère, dit-elle. Ah, c'est gentil. Oui. Bon, et puis il y a ma maman aussi, certainement, ça va lui faire un choc. Alors on n'a pas abordé encore le problème de votre maman. Oui. Évidemment, ça c'est encore, je dirais presque plus compliqué parce que elle est âgée, et évidemment, c'est plus compliqué. Oui. Oui. Et elle est. Vous pensez que voyager pour elle serait compliqué? Ah non, c'est impossible. C'est pas envisageable. Non, c'est pas envisageable de venir vous voir. Non. Oui, donc si vous partiez, vous la verriez une fois par an, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Alors je me dis, en un an, il peut se passer bien des choses. Oui. Mais... Bon, sachant que vous pouvez revenir aussi. Oui. C'est-à-dire, d'abord vous, c'est votre mari qui accepterait cet emploi. Oui. Donc vous, ça vous laisse une liberté. Si jamais, comme vous dites, malheureusement, faut pas. Mais enfin, s'il y avait un problème, ou si tout simplement vous aviez envie de revoir un peu vos enfants, vos petits-enfants, votre maman, vous pouvez très bien maintenant avec l'avion. Enfin, il y a aucun problème. Vous revenez et voilà. Oui, il y a aussi cette possibilité-là, parce que vous dites on reviendrait une fois par an, mais il y a aussi la possibilité de revenir plus souvent, si vraiment, voyez, il y avait une situation qui le demandait.
Ou si simplement vous éprouviez le besoin de revoir vos proches. Voilà. Hein? Oui. Il y a aussi bon. Donc, il y a le valet de cœur qui dit: le manque de ce qu'on aime pèse lourd avec la distance, mais si vous l'acceptez, belle aventure. Bon, merci beaucoup. Tous ces petits messages réconfortent. Et puis il y a Louis qui a appelé en disant: mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas coupé du monde quand on est à l'étranger. L'avion, c'est très rapide. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, et puis maintenant, avec Internet, on peut rester en contact très facilement avec les enfants, les petits-enfants. Oui, en plus, oui, tout à fait. Bon, écoutez, on va réfléchir et puis on vous dira ce qu'il en est. Voilà, tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant, Tina. Mais je remercie beaucoup, en tout cas, les intervenants. C'est très gentil. Et mes amitiés à votre mari, alors, Tina, puisque vous mettiez sur votre mail qu'avant de vous endormir, vous aimiez bien tous les deux écouter l'émission. Ah oui, voilà. Exactement. Donc, mes amitiés, si vous le permettez, à monsieur. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, bonne nuit. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. NDD, finally over you. Un petit mail de Marie-Claude qui me dit: les circonstances de la vie font que je suis actuellement loin de l'homme que j'aime, mais tous les soirs à 23h, chacun de notre côté, nous vous écoutons et ainsi, grâce à vous, nous sommes reliés. Oui, mais c'est ça, cette émission crée du lien, Marie-Claude, et j'en suis ravie. Il y a Abdelaziz aussi, je voulais lui faire un petit coucou puisqu'il nous écoute depuis Alger-la-Blanche via Internet, bien sûr, ou son poste classique d'ailleurs. Donc, alors ça m'étonne, non, son poste classique, je sais pas, là, je comprends pas trop. Il faudra que vous m'expliquiez, Abdelaziz. Je crois que c'est plutôt via Internet. Allez, on accueille maintenant Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bien, je vais tâcher de vous expliquer les grandes lignes. Oui. Et d'être brève aussi dans mon parcours difficile. Oui, je vous remercie. Je fais partie des femmes nombreuses femmes, enfin êtres humains, qui ont subi des violences physiques. Moi, ça m'est arrivé il y a 20 ans. Oui. Vous allez me dire, dites donc, depuis ce temps. Mais je m'en suis pas remise. J'ai été mariée en fait pendant 13 ans. Et avec mon mari qui était assez impulsif, coléreux et violent à plusieurs reprises la dernière année de notre mariage, et surtout devant nos enfants qui étaient âgés respectivement de 4 et 7 ans. Et puis on s'est séparés, et puis j'ai élevé mes enfants toute seule, tant bien que mal, avec des séquelles, ça laisse des traces indélébiles. Et puis, j'ai été plusieurs années toute seule. Et puis, il y a je compte 11 ans, pardon, il y a 11 ans, j'ai rencontré un monsieur qui m'inspirait confiance. Donc, voilà, on a été 11 ans ensemble, enfin, chacun chez soi pendant 3 ans et 8 ans ensemble. Et on s'est séparés. Nous sommes séparés depuis 3 ans maintenant. Et là, les 2 dernières années avec ce monsieur-là, j'ai vécu le harcèlement moral pour que je puisse partir. Il m'a fait du harcèlement moral pour que je quitte notre domicile commun. Mm-hmm. Donc, et il a mis les enfants dehors. Donc, ça fait, disons, pour mes enfants et moi, ça fait 2 traumatismes, quoi. À plusieurs années d'intervalle, mais quand même. Et puis, tous les 3, mes enfants et moi. Je les ai plus, mes enfants, ils sont grands, mais bon. Ma fille a 27 ans et est à 1000 km. Mon fils a 24 ans, n'est pas loin de moi, mais disons que on va pas très bien tous les 3, quoi. Donc,
moi, j'ai essayé de rencontrer, de faire malgré tout, j'ai essayé de faire une rencontre là avec un monsieur. Et puis, dès que je l'ai entendu crier, élever la voix, il n'était pas violent, mais dès que je l'entendais élever et crier la voix, ça m'a remis des traumatismes en place, bien que. Donc voilà, donc de ce côté-là, je reste seule, quoi. C'est triste à 55 ans, de dire je termine ma vie seule parce que. Elle n'est pas terminée, votre vie, Anne-Marie, donc. Elle n'est pas terminée, mais au niveau relationnel avec les hommes, j'ai une peur effroyable. Oui. Donc voilà, et j'ai été suivie, bien sûr, par une psychiatre pendant 2 ans. Oui. J'ai même été passer une dizaine de jours dans un hôpital parce que je faisais une dépression nerveuse, parce que dans la première séparation, j'ai tout perdu en même temps, tout perdu. Oui, tout perdu, parce que j'étais commerçante, donc le commerce vendu, plus de travail, plus de clients, plus de pavillon, en un mois, il y a 13 ans de vie qui se sont écroulés, quoi. Donc oui, mais en même temps, vous avez trouvé la force de quitter cet homme qui... Non, justement, non. C'est lui qui est parti. Ah bon? Oui, je faisais partie des... Ah oui, c'est pour ça un peu que il y a ce témoignage aussi pour toutes ces personnes qui entendent ce vécu, c'est de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre, de ne pas rester, mais je faisais partie, de la vieille génération où les femmes sont soumises. Tout ça dépend comment on a été élevé, dans quel contexte, etc. Il y avait... Et est-ce que le travail que vous avez fait avec votre psychiatre vous a permis de comprendre un peu ce qui était en jeu, parce que ça pose question quand même que vous restiez. Alors vous dites il y avait un grand génération. manque de confiance en moi. Oui, parce que là, vous sortez d'un problème de violence physique avec votre mari, vous retombez sur un homme, il y a un problème de harcèlement moral. Oui, mais ça, c'était à la fin. Oui, mais enfin, quand même, ça... Parce que ça y est, les oh là là, aidez-moi. À la fin ou pas, je sais pas ce que vous voulez dire, j'aimerais bien vous aider. Non, mais revivre avec les familles recomposées, voilà. Oui. Je cherchais le mot, les familles recomposées, quand il y a 2 garçons qui ne s'entendent pas, qu'il y en a l'un d'entre eux qui supporte pas que... Enfin bon, c'est pas facile tout ça. Le harcèlement moral les 2 dernières années, c'était pour que je parte. Parce que moi, je ne voulais pas partir. À nouveau, je ne voulais pas partir. C'était un appartement que nous avions pris en location ensemble. Et je voulais pas me sentir rejetée une 2e fois. C'était tellement dur, tellement lourd, que c'est être un peu têtu, borné, tout ce que vous voulez bien, mais je voulais pas me sentir... Au fond de moi, je ne voulais pas revivre le sentiment de rejet une seconde fois, quoi. Et je m'obstinais à rester. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai subi le harcèlement moral, quoi. Oui, vous vouliez me poser quoi comme question tout à l'heure? Non, je vous demandais un petit peu si vous aviez compris, parce que qu'est-ce qui faisait que du fait de votre histoire, un peu, vous retrouviez dans des situations mais où, oui. Alors c'est vrai que la confiance en soi, c'est un peu un fourre-tout aussi. C'est une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en même temps. Non, mais de son histoire. C'est vrai qu'avec le premier, avec mon mari qui était violent, je sais que j'avais un énorme manque de confiance en moi. Oui. Et j'avais peur de lui surtout. Oui. À moins, je veux dire que à moins quand on entend crier toute la journée, quand on entend... Oui, non, mais ça, forcément. Forcément. Et moi, j'ai eu évidemment des traitements... on tombe dans la dépression inévitablement, donc j'ai eu recours à plusieurs sortes d'antidépresseurs
pendant toutes ces années. Là, je n'en prends plus. J'ai arrêté depuis l'année dernière, grâce à un soutien aussi psychologique. Oui. Donc, j'ai arrêté. Et puis là, j'ai depuis j'ai plus de 2 mois, 3 mois, enfin peu importe, depuis peu de temps. J'ai à nouveau reperdu le sommeil, malgré que je prends un demi. Je devrais pas dire ça. Non, vous ne dites pas le nom de médicament. Ah non, s'il vous plaît. non, Oui, pas les noms. Ah, mais l'antenne. non, mais pas les noms. Mais je devrais même pas dire que je suis obligée de prendre un demi somnifère pour m'aider à m'endormir. Et puis bon ça, mais maintenant ça ne me suffit plus. Je suis obligée de passer un entier. Avec ça, je dors toujours pas. Je ne mange plus. Je mange plus. Je ne dors plus. Mais est-ce que vous continuez votre thérapie? Oui. D'accord. Ben, il faut oui, la mais continuer. par contre, il faudrait que je passe à autre chose, c'est-à-dire pas un simple. Je dis pas qu'elle est pas bien du tout, hein. Pas une simple psychiatre. Elle m'a dit maintenant, Anne-Marie, il faudrait vous diriger vers un thérapeute. Mais bon, le problème, c'est que c'est ça. Pourquoi vous dites une simple psychiatre? Non, enfin une simple psychiatre, la psychiatre, ça ne me suffit plus. Là, au point où j'en suis, c'est elle-même qui me dit, il faudrait maintenant vous faire aider par un thérapeute, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà. Ben, je sais pas ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire par là. Vous lui avez demandé? Ben, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider un peu plus, parce que là, elle est arrivée. Parce qu'elle pense qu'elle peut pas vous aider. Pas plus maintenant. D'accord. C'est-à-dire que je lui ai raconté ma vie en long, en large et en travers. Elle sait tout. Et à part différents antidépresseurs, bon, elle n'a pas. Elle vous a donné les coordonnées de quelqu'un? Oui. D'accord. Bon, le problème, c'est que financièrement, là, ce n'est pas remboursé. Et que financièrement, je ne peux pas. Parce que ce sont quand même des séances assez onéreuses, donc sans remboursement, voilà. Là, je peux pas. Mais en fait, ce que j'ai, ça ressemble à la dépression. C'est de la dépression, mais ça relève plus de traumatisme, en fait. Oui. Et voilà, bon, ce que j'aurais voulu savoir, s'il y a des auditeurs, auditrices, qui ont vécu un peu, malheureusement, tout cela. Comment, j'aurais voulu savoir, mis à part un soutien psychiatrique, antidépresseur, comment elles ont pu se reconstruire, de quelle manière, comment, avec l'aide de qui, voilà, parce que là, je m'effondre à nouveau, parce que je n'ai pas de soutien familial. Mais c'est pas seulement les antidépresseurs qui vont vous aider à vous reconstruire. Alors si effectivement cette psychiatre, elle vous prescrit des antidépresseurs, mais est-ce que parallèlement avec elle, vous ne faites pas de thérapie par la parole avec elle? Si, mais on a. Non, parce qu'en général, quand on fait une prescription médicamenteuse, il n'y a pas de thérapie. On fait pas les deux. Les médecins ne fait pas les deux. Il n'est pas à la fois prescripteur et à la fois thérapeute. Non, là, je sais que... Non, mais là... Vous semblez perdu, là. Bon, je vais essayer d'être plus claire. Oui, c'est pas clair du tout. Ah, c'est pas clair du tout. Non, mais je me suis... certaine... Non, on a l'impression que vous savez pas ce que vous faites avec elle. Mais j'ai fait un travail de mettre des mots, MOTS, sur mes mots MAUX. Mais maintenant, ça ne... Si vous voulez, elle ne réussit pas à m'aider à m'en sortir. Mais elle veut vous envoyer vers qui ? Voilà ce que je disais, vers un thérapeute qui soit spécialisé dans ce genre dans le domaine, dans ce genre-là, dans les traumatismes. D'accord. Voilà. Voilà, vous avez compris. Mais c'est ce que je disais, mais là, malheureusement, ce n'est pas remboursé, les séances sont trop onéreuses et bon, malheureusement pour moi, je ne peux pas faire ça.
Oui, mais enfin, écoutez, un thérapeute, je sais pas, spécialisé dans des traumatismes, il y en a beaucoup, hein, parce que les thérapeutes travaillent sur les traumatismes. Hein. Oui. Bah oui. Donc je sais pas quel genre de thérapeute elle veut vous envoyer, Anne-Marie, mais il faut peut-être voir avec elle et lui expliquer très clairement votre problème financier et lui dire, écoutez, moi je n'ai pas les moyens, là il me demande un coût trop onéreux. Oui, est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées d'un autre thérapeute? Ah non. Écoutez, il y a beaucoup de les thérapeutes travaillent sur les traumatismes. Hein. Oui, Voilà. mais là par contre ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, Caroline. Il est là le problème. Oui, mais c'est peut-être aussi. À partir du moment où on va voir. C'est peut-être aussi symbolique. Hein. C'est peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une prise en charge là, où elle veut aussi que ça soit pas dans quelque chose de routinier où on y va comme elle a peut-être envie de vous que vous preniez à bras le corps quelque chose. De me booster quoi. Oui, peut-être. Qu'il y ait quelque chose Moi, que vous preniez à bras le corps le problème, parce que vous restez dans quelque chose d'assez en surface là pour le moment. Donc il y a peut-être une façon de, je sais pas comment dire. C'est difficile parce que c'est pas en parlant comme ça très peu de temps avec vous que je peux le savoir, mais d'investir vraiment le travail, de l'investir, d'être dans, vous voyez, que vous preniez à bras le corps cette souffrance et que vous en fassiez quelque chose. Vous, parce que vous avez ce pouvoir-là aussi, Anne-Marie. Ne pas attendre que ça vienne comme ça, qu'on vous délivre extérieurement de cette souffrance. C'est vous aussi qui allez en sortir de ça, avec l'aide de quelqu'un évidemment, mais vous avez aussi le pouvoir de vous en délivrer. Bon courage en tout cas. Vous avez carte blanche jusqu'à 1h, le standard d'Europe 1 vous est ouvert au 39 21. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 21 21 ou par courriel sur le site europe1.fr. Des messages qui arrivent justement au 7 21 21 pour Anne-Marie, quelqu'un qui dit la résilience c'est possible à condition de s'investir avec courage. Alors Anne-Marie, si vous aimez lire, Boris Cyrulnik peut aider à avancer. Il y a également Petite Plume qui dit si Anne-Marie n'a pas les moyens, elle peut aussi s'orienter vers un CMP, centre médico-psychologique. Il y a des psys privés. Alors privés, ils ne sont plus privés à partir du moment où ils sont dans le CMP, mais ça veut dire que oui, ils peuvent avoir un cabinet à l'extérieur et consulter au sein de ces centres qui consultent en CMP. Et puis, ça répond à la question d'un auditeur ou d'une auditrice qui dit quand on n'a pas les moyens de faire une thérapie, comment peut-on faire? Il y a donc les CMP, c'est sectorisé maintenant. Donc il y a les centres médico-psychologiques, il y a les hôpitaux aussi, où vous pouvez demander. Il y a des services psychiatrie où vous pouvez demander un rendez-vous. Il y a des dispensaires, souvent donc il y a moyen de se faire aider, d'avoir une prise en charge, même si on n'a pas toujours les moyens d'être pris en charge. Surtout, il faut savoir que les psychiatres peuvent faire aussi des feuilles d'assurance maladie. Voilà, on accueille maintenant Nordine. Bonsoir Nordine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai appelé donc pour passer dans votre émission. Oui. Pour vous parler de 4 femmes. Oui, 4 femmes. D'accord. Oui, 4 femmes. D'accord. Bon, alors ce qui se passe, c'est que on va dire plutôt 3 sur 4. Bon, alors, il y en a une qui passe à la trappe entre-temps. Non, la première, si vous voulez, on va dire qu'on va l'exclure. Parce que bon, elle est
pas Bon. très intéressante. Oh bah écoutez, bon, Non. heureusement elle Je vais pas rentrer ne dans les le détails. saura pas alors. Hein. Non, elle le saura pas. De toute Bon. façon, elle l'écoutera pas. Mais bon, pour moi, les plus importantes, c'est les 3 dernières. D'accord. Bon, on va dire que la première, si vous voulez, c'était la fille des meilleurs amis de mes parents, Oui. qui a un jour de différence avec moi. Oui. Un jour d'écart. Un jour, elle est née le 15 et moi je suis né le 16. Mhm. Voilà. Donc, on a grandi ensemble, parce qu'on habitait dans le même quartier. Voilà. Mhm. Et j'ai envie de le dire, que physiquement, elle me plaisait pas. De toute façon, étant enfant, je me rappelle vaguement. Là, à mon âge, on a le même âge, de toute façon. Elle me plaît pas physiquement, c'est sa voix qui me plaît, c'est tout. Voilà. Excusez-moi, je suis méchant, mais c'est ça. Non, la vérité. non, vous êtes sincère. Je suis sincère. Vous Elle me avez plaît pas physiquement. été attiré par sa voix. C'est tiré par sa voix plus que par son physique. Oui. Voilà. Oui. Bon, bref. Et puis bon, elle est intelligente malgré tout. Je vais pas rentrer dans les détails en vous disant son métier. C'est pas Non, le ouais. lieu pour. Ouais. Bon, bref. La seconde, c'est ma copine de primaire Oui. qui porte le même prénom que vous. Comme ça, c'est dit. Oui. Pardon. Et puis bon, j'étais amoureux d'elle. Et Oui. comme à l'époque j'étais timide avec les filles, j'osais pas lui parler et puis ou sortir, puis flirter avec comme faisaient les copains. Ils Ah se bah, vous moquaient de étiez moi. petit en plus en primaire, Bah forcément. oui, et on se moquait de moi. Parce que les copains sortaient avec des filles et moi j'osais pas. En Alors, primaire, vous savez, ils sortaient ma copine, déjà avec des filles. Je sortais déjà avec des filles, j'étais un petit peu câlin, quoi. Mhm. Pas câlin, on dit un peu, comme on dit, je commençais à découvrir un peu la sexualité malgré tout. Mais attendez, vous aviez quel âge? En primaire, j'avais, ça a commencé au CE1 ou CE2, Oui. à peu près. J'irai pas me rappeler exactement, mais bon, en tout cas. C'est si très vous voulez, petit, pour découvrir la sexualité, enfin. Oui, petit. Non, mais attendez, je peux vous dire que moi, à l'époque, mes camarades, ils avaient déjà eu des rapports, alors que moi. C'est pas possible en j'essayais de les CE1 ou CE2, Nordine. Comment? En CE1 ou CE2, les enfants n'ont pas de rapport sexuel. Ah non, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. Non, c'est le CM1. CM1, CM2. Mais même CM1, CM2, attendez, Bien sûr. bien sûr, attendez, vous vous rendez compte en CM1, CM2, on a quoi CM1 9 ans Comment 9 ans Même pas. Bah oui, attendez. Bien sûr, c'est pas... Je retourne en arrière, là, un peu loin. 8-9 ans, et en CM1, 8-9 ans, et en CM2, 9-10 ans, c'est pas, enfin, on n'a pas de rapport sexuel à cet âge-là. Oui, on n'a pas de rapport sexuel, c'est plutôt des étouffements qu'on fait au départ. Contact. Bon, et encore, Bon, ouais. bref, c'est pas le plus important, ça. Enfin, des camarades étaient plus directs, et moi j'étais un petit peu timide, je sais pas, quoi. Et puis, je l'ai revue par la suite, une fois, c'est tout. Bon, donc elle est mariée, elle a des enfants, tout ça, je me suis renseigné par l'intermédiaire de sa mère. Et donc déjà, alors c'est la première déception, mais de toute façon, comme on dit, c'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Ensuite, donc, la troisième, c'est la sœur du meilleur ami de mon frère, donc frère aîné, son meilleur ami d'enfance, voilà, que je connais bien sûr, qui habitait pareil la même ville et pas le même quartier. Mais enfin bon, moi j'étais petit, on a quand même tout un grand écart entre nous. Et puis le point commun, c'est que les deux on aime la même musique, donc on aime beaucoup le rock, quoi, le rock and roll, quoi, entre autres. Et il y a un chanteur en particulier dont on est fan. Et c'est tout ce qui m'intéresse chez elle, parce que c'est une fille que j'ai jamais connue avec un garçon. Elle n'est jamais sortie avec un garçon, elle a fait ça tardivement. Elle est sortie tardivement avec un garçon, alors que moi, j'avais déjà eu quelques petites aventures, donc des opportunités malgré tout. Et puis voilà, et j'ai appris qu'elle avait quelqu'un. Et bon, à la limite, on va dire c'est tant mieux pour elle. Et simplement, moi, j'ai commencé à faire la bêtise de chercher son numéro, lui écrire une lettre, et elle me dit dans sa lettre qu'elle m'en veut pas. Alors que j'aurais voulu qu'elle m'en veuille, parce que j'ai fait l'erreur. Et mon frère était au courant. Il me l'a dit. Il m'a dit, comment tu ne gênes pas, t'appelles mon copain, t'appelles sa sœur et tout. Je dis, excuse-moi, j'écoute la musique, moi je pense à elle, je me mets à pleurer, je sais pas pourquoi. Dès que j'écoute ce chanteur, je pense à elle. Alors j'ai envie d'évacuer. C'est perturbant, je veux dire. Allô? Oui, je vous écoute. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Donc alors ça c'est
À la limite, c'est même pas une déception. Je crois qu'à mon avis, c'est mieux comme ça. Hein. Je vais être peut-être un peu froid, mais malgré tout, je crois qu'il valait mieux que ce soit comme ça. Hein. Simplement, quand j'écoute cette musique, ce chanteur, malgré tout, je pense à elle, hein, et puis voilà, parce qu'on a les mêmes goûts. Hein. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Et on se retrouve souvent dans les concerts. Voilà. Il n'y a que à l'occasion des concerts qu'on se retrouve. Voilà. Et puis, la quatrième, c'était, comment dirais-je, ah là, c'est plus grave. Ça, c'est l'origine de ma maladie. C'est l'ami de ma grande sœur, pardon, qui est, donc je suis tombé amoureux, hein, on va dire à l'adolescence, la fin de l'adolescence, la première fois que j'ai rencontré. Et ça s'est déclenché à l'âge adulte, donc à 20 ans. Je suis tombé amoureux, j'ai fait une fixation, et je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique pour un certain séjour. Un séjour d'une certaine durée, on va dire. Voilà. Oui. Et donc voilà. Pour vous dire que avec les femmes, j'ai pas eu sur les femmes qui m'ont intéressé, que j'ai aimé, j'ai été déçu, c'est tout. Voilà. Oui, mais alors là, c'est des contextes très très différents parce que vous parlez d'une petite fille, vous étiez vous-même un petit garçon. Bon, vous parlez d'une jeune fille où finalement c'est sa voix qui vous plaisait. Après, il y a la sœur du meilleur ami. Enfin, bon, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous les avez déçus, hein, Nordine? Rien ne permet de dire ça. C'est vous qui pensez ça. Oui, c'est moi qui pense ça. Bah oui, mais c'est ce que vous imaginez. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Parce que vous souffrez, ça vous fait souffrir. Ça me fait souffrir, malgré tout, c'est vrai. Hein, oui. Parce qu'elles sont proches comme elles sont lointaines. Oui, elles sont surtout lointaines maintenant, elles sont proches dans vos souvenirs. Il y en a, de toute façon, je peux vous le dire qu'il y en a au moins déjà deux que je ne reverrai plus. Hein. La deuxième et puis la dernière, hein, celle dont je vous ai parlé à la fin. Je ne la reverrai plus. Hein. À la limite, je dirais que celle de primaire... ça n'a pas d'importance. Hein, et qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui Actuellement, je suis célibataire. Quelle est votre vie? Oui. Vous voulez savoir comme à mon stade, je suis célibataire, puis j'ai, comment dirais-je, j'ai pas de travail. Hein, j'ai pas de travail. Ce que je fais, c'est que je vais dans un centre d'accueil, d'accompagnement à la vie sociale, et puis je fais des activités, des sorties, puis des machins comme ça. Et à côté de ça, j'ai une passion, c'est la musique. Voilà. D'accord. J'ai des goûts pour tout ce qui est artistique, comme malgré tout. Voilà. Oui. Donc ça vous laisse du temps pour penser aussi, à certains moments. Quand j'ai pas envie de penser, je me mets à écrire. Voilà. Je me mets à écrire, j'ai des idées, j'écris des textes, des chansons, des poèmes, voilà. Et d'ailleurs, j'avais écrit un poème pour vous. C'est marrant parce que j'étais déjà passé dans l'émission, il y a bien longtemps. Je l'ai découverte, il y a quelques années. J'avais découvert quand j'avais fait un séjour en Algérie avec mes parents. J'ai découvert cette émission sur Europe 1, j'ai réussi à la voir. Et quand je suis rentré en France, j'ai continué à écouter. Je pensais qu'entre-temps, ça s'était arrêté. Et finalement, ça a repris. Je pensais que vous avez arrêté l'émission. Voilà. Non, cette émission a toujours eu lieu, mais à un moment, j'étais l'après-midi. Voilà, c'est peut-être vous avez peut-être écouté à ce moment-là, Nordine. C'est peut-être pour cette raison. Mais je crois que maintenant, il faut investir le présent, hein, et puis l'avenir, bien sûr, mais déjà le présent, essayer de continuer dans ce centre, vous faire aider, essayer de retrouver peut-être un petit travail, enfin, voyez, être plus ancré dans la réalité, ce qui va vous permettre de moins ressasser comme ça et de moins cogiter, parce que c'est ça qui ne vous fait pas de bien. Ouais. De toute façon, je suis toujours suivi, hein, je suis toujours ma thérapie. Hein. Oui. La psychothérapie, pardon. Oui. Mais ça, c'est important pour vous. Oui. Pour justement bien rester les pieds sur terre. Oui, exactement. Je dis que c'est l'effet du hasard, hein, dans la vie, comme on dit, on peut pas deviner qui on va rencontrer, mais c'était les 4 femmes, on va dire, qui m'étaient destinées. Je pense, à mon avis, hein. La dernière, c'était là une de ma sœur, on avait un grand écart d'âge. Et puis, je suis tombé amoureux, je pensais que c'était la femme de ma vie, la femme idéale et tout, l'âme sœur. Et je suis trompé, hein. Voilà, malgré tout. J'étais manipulé, et puis j'étais jeune, et puis voilà. Hein. Oui.
J'ai dit, bien sûr que je l'ai connu, hein, je l'ai vu, hein, bien sûr. Oui, mais c'est comme ça ne s'est pas fait, mais c'est pas lié à vous, à votre personnalité, Nordine. Je m'en suis rendu malade, tout simplement, elle m'a fait souffrir, je me suis fait souffrir. Oui, je crois. Vous savez bien vous faire souffrir parce que vous avez beaucoup de souffrance en vous, donc il faut que vous parliez. On ne sait pas pourquoi, je me fais souffrir avec les femmes. Oui, parce qu'il faut continuer à en parler avec votre thérapeute de tout ça, parce que plus vous en parlerez, moins ça restera dans votre tête. Je suis tout à fait d'accord avec vous, car le médecin qui me suit là, c'est un nouveau médecin, donc il me connaît pas bien. Je commence maintenant, dernièrement, je l'ai vu même aujourd'hui même là. Je lui parle pas de ces choses-là. J'ai pas envie de les aborder. Mais comment dirais-je, il est pas au courant. Par contre, les autres, oui, le premier. Pourquoi vous ne lui en parlez pas au médecin que vous voyez? Parce que vous ne le connaissez pas encore suffisamment bien? Je ne connais pas bien, non. Voilà, d'accord. Exactement. Vous vous sentez pas encore suffisamment en confiance? Exactement. Oui. Et moi, je veux que ça évacue parce que ça revient souvent, hein. Personnellement, je comprends, hein. Oui. Ça va rester ancré tant que je les ai dans mon esprit. Hein. Mais c'est pour ça que c'est important, Nordine, que vous allez faire connaissance avec ce nouveau médecin. C'est toujours perturbant hein, quand on a pris ses marques avec un médecin. Il vous connaissait bien, vous vous sentiez en confiance, il connaissait bien votre histoire. Vous n'aviez pas besoin de lui répéter plusieurs fois pour qu'il vous comprenne. Elle me dit on va connaître son histoire. J'ai même pas envie de leur parler. Parce que de toute façon, vous savez que la femme là, en question, la dernière, celle qui m'a le plus fait souffrir et perturbé, on va dire. Parce que, j'ai encore des pensées qui me restent gravées. Hein. J'arrive toujours pas à l'oublier. C'est comme ça. Même le traitement, on n'y peut rien. On m'a donné un médicament pour essayer de faire chasser les idées. Ça marche pas. Hein. J'ai essayé. Ça revient encore. On est au 21e siècle. Et normalement, c'est depuis 85, ça fait 24 ans que ça devrait être évacué. Ça continue encore. Vous comprenez, hein? Ça fait 24 ans. Oui, mais c'est difficile les obsessions. Hein. C'est une obsession. C'est difficile. Oui. Obsessionnelle, on va dire. Oui. Fixation obsessionnelle. Et avec fabulation. Fabulatoire, on va rajouter. Mais vous savez, Nordine, vous avez aussi compris, avec le temps, avec l'expérience, que lorsque vous en parlez au médecin, ça vous aide à aller mieux. Ça vous aide à évacuer quand même. Ça devient un peu moins obsessionnel pour vous. Vous pensez qu'il vaut mieux que je lui en parle? Oui. Je pouvais en parler, mais de toute façon, je pense qu'à mon avis, il ne trouvera pas la solution. Hein. Non, mais c'est pas forcément. Et quelle est-elle alors pour vous la solution? La solution, c'est on va dire, la première. Je peux encore la rencontrer, mais elle ne m'intéresse pas. J'en veux pas. La deuxième, non plus. La troisième, je la reverrai certainement à un concert. Il y a des chances. Ça me dérange pas non plus. Sauf que, on va dire, j'ai une petite attirance physique. Je l'aime bien. Hein, elle est sympa. J'aime sa famille. Enfin, mon frère surtout. Il connaît mieux son frère. Et je le connais aussi, malgré tout. Hein. On a les mêmes goûts, entre autres. Au niveau de la musique, on est 4 frères. 4 frères. Sur les 4, on est 3 à aimer le même chanteur, puis aimer beaucoup la musique rock, le rock et autres. Bref. Et on se retrouve souvent avec quand je la trouve souvent avec son frère. Alors moi, je me retrouve avec mon frère aîné, et elle se retrouve avec son grand frère. Oui. Et à l'époque, au tout début, avant que je commence à avoir des sentiments, on va dire, hein, pour elle, avant que je éprouve des sentiments, au départ, quand on allait au concert, je pensais pas du tout. Hein, et je l'avais jamais vu avec quelqu'un, elle était toujours avec son frère, et moi aussi, j'allais avec mon frère. Et puis, dernièrement, j'ai commencé à être attiré par elle. Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, comme ça. Je sais pas si c'est au niveau de l'âge ou j'ai commencé à prendre de la maturité, donc j'ai dit ouais. Finalement, j'ai dit mince. Mon frère me dit oui, vieille fille, tout ça. Hein. Alors j'ai dit j'ai jamais connu de garçon, rien, que dalle. J'ai dit mince, c'est pas intéressant une fille comme ça. Et bref, je me dis je me fais encore une torture. Et ça serait quoi la solution alors? Je me ronge sur cette fille alors qu'il y en a d'autres. Oui, c'est vrai, Nordine, il y en a d'autres. Mais c'est ennuyant parce que je vais encore aller à un concert, je vais tomber sur elle. Il y a des chances. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Elle va me faire écouter, elle va me dire oui, tiens, tu veux écouter ça?
Bon, Nordine, une des solutions aussi, non, mais attendez, c'est vraiment... Moi, ça me perturbe. Oui, mais j'ai appelé parce que c'est très important pour moi. Je sais. J'essaie de trouver une solution pour tout évacuer. Pour être moins angoissé, oui. Ça m'angoisse. Oui, j'entends bien. Parce que c'est à la fois angoissant, perturbant, oui. Et quand on a envie de avoir la tête un peu reposée, oui. comme on dit, oui. Et on le fait pas exprès, j'ai dépensé, machin. Ça vous épuise. Ça m'épuise. Ça vous épuise de penser à tout ça. Oui. Voilà. Mais vous savez, Nordine, je crois aussi, une des façons, c'est quand même d'en parler, même si ça vous perturbe d'avoir un nouveau médecin. Et donc, vous avez un peu peur. Bah, vous avez un peu peur quand même de sa réaction, vous le connaissez pas encore. Bah alors, n'hésitez pas à lui en parler parce que ça va vous aider aussi à être un peu moins angoissé de pouvoir lui parler. J'ai pas peur de lui parler, mais j'hésite un peu à lui parler de ces 4 femmes. Non, regardez, Nordine, moi je ne connaissais pas votre histoire avant que vous m'appeliez, et puis on a pu en parler ensemble. Donc le médecin, il vous connaît mieux que moi. À être confident avec une femme plutôt qu'avec un homme. Oui, c'est ça. Un psychiatre homme, c'est pas un psychiatre femme. C'est pour ça. Je pense qu'à mon avis, avec une psychiatre femme, je serais peut-être plus. Ça serait plus facile pour vous. Ouais. Voilà, exactement, parce que c'est une femme en question. Ouais. Et oui. Voilà. Oui, mais c'est au-delà de son sexe, Nordine, homme ou femme, dites-vous que c'est un médecin et qui est à même d'entendre votre souffrance et de la comprendre. Oh non, mais ça va. Vous voyez, sans porter de jugement, bien sûr, et au contraire, qui est là pour essayer d'apaiser votre souffrance et vos angoisses. C'est avant tout un médecin. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, que ça soit un homme ou une femme, c'est pas ça qui est le plus important. Vous, ça compte beaucoup pour vous, mais dites-vous avant tout que c'est quelqu'un qui est là pour apaiser les angoisses et pour vous aider à aller mieux. Il est à l'écoute. Et qui est à l'écoute, voilà. Voilà. Donc je voulais vous dire que la 4e femme, j'ai beaucoup pleuré, m'a fait souffrir, j'ai beaucoup pleuré dans mon coin, et même devant des gens, c'était gênant, mais des fois je me mets à pleurer, on sait même pas pourquoi. Oui, si, vous savez pourquoi, mais bon, il faut vraiment que vous en parliez. C'est les gens qui je sais pas, j'essaie des fois de me cacher, j'ai pas envie de pleurer devant les gens, je me mets à pleurer parce que je pense à elle. C'est pas grave, à ce moment-là, ça vous libère aussi, Nordine. Oui, ça me libère. Quand est-ce que vous avez rendez-vous avec votre médecin? Comment? La prochaine fois. Ah, j'ai pas le droit de vous le dire. Eh ben alors, me le dites pas. Vous avez raison. Je vois, si je peux vous le dire, le mois prochain. Le mois prochain. Bon. Mais c'est important que je le voie. Je pense qu'à mon avis, oui, c'est important que je en parle pour essayer d'évacuer, mais surtout la 4e, parce que de toute façon, les précédentes, ça n'a pas d'importance. C'est la dernière qui m'a fait souffrir, qui me fait encore souffrir d'ailleurs. En tout cas, j'espère que ça vous aura un peu apaisé, Nordine, d'en avoir parlé. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit quand même. D'accord, vous de même. Je vous écoute encore. Voilà, comme ça vous éviterez de penser trop, là au moins jusqu'à la fin de l'émission, à ces 4 femmes. D'accord. Okay. Restez à l'écoute alors. Merci. Au revoir, Nordine. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. The Stranglers, Golden Brown. Quelques mails qui sont arrivés en réaction au témoignage de Tina qui dont le mari devait peut-être partir à l'étranger pour son travail et qui se posait beaucoup de questions par rapport à sa famille, à sa mère âgée qu'elle laisserait, à ses enfants, petits-enfants. Pierre nous écrit en disant j'ai 18 ans, j'ai eu la chance de vivre à l'étranger dans 3 pays différents. Certes, on quitte sa famille, ses amis, on doit s'adapter dans une nouvelle
nouvelles cultures, mais c'est si enrichissant, cela vaut vraiment le coup. Si votre auditrice veut des conseils, alors il dit c'est un peu étrange pour quelqu'un de mon âge, mais j'ai été habituée à voyager, qu'elle n'hésite pas. Pierre qui ne souhaitait pas intervenir à l'antenne. Et Baya, elle nous écrit en disant mais pourquoi se sent-elle aussi coupable? Si c'était ses enfants qui partaient, il ne réfléchirait pas à deux fois, il ne faut pas se culpabiliser. Le mari a une offre dans son travail, ce n'est pas lui qui a fait la démarche pour cette mutation. Et Harmonie aussi nous écrit pour dire être expatrié est une expérience riche. Je suis partie 10 ans en Chine. C'est vrai que l'on s'éloigne de la famille et des amis, certes. Cependant, vous pourrez rester en contact avec le net. L'opportunité de vivre une nouvelle expérience est une chose à réfléchir. Vivez, osez et vous verrez que vous aurez sans doute à vivre de belles et nouvelles expériences. Centrez-vous sur votre ressenti profond pour faire le choix qui vous ressemblera. Bonne nouvelle vie. Et on accueille maintenant Jeanne qui est avec nous et qui a composé le 39-21. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous préviens que je suis quelqu'un de très peureuse parce que j'ai des crises de panique. Alors il se peut que au long de la conversation que vous soyez amené à m'aider un petit peu. Oui, d'accord. Donc moi ça fait des années en réalité que j'aurais voulu vous appeler. Mais j'ai jamais osé. J'ai jamais osé parce que j'ai toujours eu peur de tout et de tout le monde. Et je l'ai fait ce soir parce que je suis seule d'ailleurs, seule avec vous. Et j'ai cette opportunité-là. Cette opportunité. Opportunité-là? Oui, merci. Oui. Et parce que mon mari est parti en maison de retraite provisoirement pour un mois. Oui. Et je ne veux pas, absolument pas le reprendre parce que je n'en peux plus. Moi, ça fait des années que je le soigne. Enfin, je vous parle des dernières années, ça fait comme ça, c'est plus facile. Ça fait 4 ans qu'il ne marche plus. Ça fait 4 ans que je m'en occupe nuit et jour. Et ça fait 4 ans que j'arrive à en être complètement épuisée. Complètement épuisée. Et en plus, c'est un homme qui m'a rendue très malheureuse. Mais comme je ne voulais pas que mes enfants souffrent, que je voulais quand même qu'ils aient une famille, j'ai fait en sorte que mes enfants apprennent à l'aimer tel qu'il était avec tous ses défauts. Si bien que maintenant, je me sens piégée parce que je ne sais pas si je vais pas leur faire de la peine en ne voulant plus de lui et je n'en veux plus, sinon je préfère me suicider. Alors, ce qui s'est produit, c'est que dans ma tête, je me disais, quand on mourra, quand on disparaîtra, je voudrais laisser quelque chose à mes enfants, qui disent après tout, on avait des parents pas si mal que ça. J'ai beaucoup travaillé. Oui. Mon mari travaillait quand ça lui plaisait, il ne me donnait jamais d'argent, il buvait avec les copains, il donnait de l'argent aux copains, mais moi il ne me donnait rien du tout, donc j'étais obligée de faire marcher la maison, payer la maison, à moi toute seule et en vélo. Je faisais pas de voiture pour emmener mes enfants, je les mettais derrière le porte-bagages quand je les emmenais avec moi. Donc ça a été vraiment très dur. Et là, je l'ai soigné comme un bébé. J'ai fait vraiment tous ses caprices quand il est tombé malade. Parce que ça fait 10 ans qu'il est malade, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ça fait 4 ans qu'il marche plus du tout. De quoi souffre-t-il? Il a eu trois problèmes à la tête, là, comment ça s'appelle? Des accidents vasculaires cérébraux? Trois accidents vasculaires. Oui. Et il a quel âge, votre mari? Il a 88 ans. 88 ans. Ouais. D'accord. Oui. Donc là, il est actuellement dans une maison de retraite médicalisée. Oui, mais que pour un mois. Et vous avez vu avec
l'équipe de la maison de retraite, l'assistante sociale, en disant que vous n'envisagiez pas de le reprendre à la maison parce que vous étiez épuisé, que c'était trop lourd pour vous la prise en charge de votre mari, étant donné son état de santé? Mais si, mais c'est que de toute façon, dans ces maisons-là, il y a énormément de personnes, oui. surtout l'été pendant les vacances. Ils étaient complètement débordés. Donc, ma fille m'a aidée, mais elle n'a rien pu faire puisqu'il n'y avait absolument pas de place. Oui. Puis là, il s'est ouvert une place, oui. Mais que provisoire. Mm-hmm. Mais j'ai la possibilité, malgré tout, je pense avoir la possibilité de le faire garder définitivement. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas parlé à mes enfants parce que je ne sais pas ce qu'ils vont en penser. Moi, j'ai peur. Je leur ai appris à l'aimer, oui. Et puis maintenant, il faut que je les apprenne à le désaimer. Non. Alors, il faudrait qu'ils sachent des choses. Mais je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'une maman peut tout dire à ses enfants? Et c'est ça, justement, que je parviens pas à dire. Parce que c'est mes enfants, oui. Et j'ai toujours peur qu'ils souffrent de quelque chose. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans ce tout? Quand vous dites, est-ce qu'une mère peut tout dire à ses enfants? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Eh ben, je voudrais leur dire par là, donc, ce qui s'est passé exactement, c'est que moi, j'étais une enfant de l'assistance publique. Oui. Parce que pendant la guerre, j'ai perdu tous mes frères et sœurs, on était 9. J'ai perdu, mon père, j'ai perdu parce qu'il nous a abandonnés. C'était spécial. Mm-hmm. Donc, maman nous servait de père. C'est elle qui travaillait. Oui. Et moi, je gardais 5 de mes frères et sœurs. Et on s'adorait. Mmh. On était vraiment des poussins on avait une force d'amour, une véritable force d'amour. Mmh. Et pendant la guerre, donc, vous savez ce que c'est, on fait pas trop attention à ce qui arrive. Un jour, les assistantes sont arrivées chez nous en disant que ma mère ne gagnait pas suffisamment d'argent, qu'on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, qu'elle était enceinte, qu'elle allait avoir donc un bébé, que la situation était vraiment pas possible pour nous, que moi j'étais trop jeune pour supporter de laver le linge de tous les petits, aller faire la queue pour avoir de l'alimentation. Enfin, il y avait beaucoup de choses à prendre en charge. Et quelques jours après, il y a deux assistantes sociales qui sont arrivées et qui sont venues nous chercher. Ils nous ont arrachés à notre mère, comme ça. Ils nous ont arrachés à notre mère. Ça a été épouvantable pour moi parce que je les aimais tellement. Je les aimais tellement. Et ensuite, j'étais placée dans une ferme. J'avais 13 ans à l'époque. Hein. Oui. J'étais placée dans une ferme maltraitée, battue. On faisait faire du travail très dur. De soulever, par exemple, des sacs de blé de 100 kilos portés avec un homme. Et on chargeait les voitures comme ça. Et j'ai vraiment souffert de ce travail d'esclave. Et c'est pas à ça que je pensais. Moi, je pensais qu'à une chose, c'était rentrer chez moi, retrouver mes frères et sœurs, continuer à les soigner, continuer à les consoler. Parce que je me disais, ils sont tout seuls. Ils m'appellent automatiquement, ça a toujours été comme ça. Et où ils sont? Est-ce qu'ils sont battus? Est-ce qu'ils sont maltraités? Je l'ai su plus tard, c'est pour ça que je dis ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ça, c'est votre histoire très douloureuse de jeune fille, où vous dites que vous avez été vraiment arrachée à votre mère que vous aimiez tellement. Mais peut-être, ça bien sûr que vous pouvez en parler. D'ailleurs, vos enfants connaissent certainement cette histoire-là. Mais vous parliez de votre mari. Qu'est-ce que vous voulez leur dire de leur père? De leur père, c'est bien plus difficile. Parce que j'étais mariée de force à cet homme-là. J'ai essayé tant bien que mal de me défendre. J'avais donc été voir le curé du village, un homme de Dieu.
en lui disant que je détestais cet homme-là, Oui. que je ne voulais absolument pas l'épouser, Oui. et que lui veuille bien aller dire à ses parents qu'il me laisse tranquille. Oui. Puis il m'a répondu, comment ça? Mais toi, une fille de l'assistance publique, tu oses me dire d'aller voir mes meilleurs amis pour leur dire que tu ne veux pas de leur fils? Mais c'est impossible. C'est impossible. Ah oui, parce qu'il était très ami avec les parents de votre futur mari. Voilà, alors il y a 350 Mais personnes. c'était très charitable de dire que une jeune fille de l'assistance publique finalement n'avait pas de valeur, donc ne pouvait être qu'honorée de cette demande en mariage. Eh ben voilà. Ouais. C'est exactement ça. Bon, alors ça aurait pu être un bon mari, mais manque de chance. Et ça n'a pas été le cas. Chance, c'était une brute. C'était une brute. J'ai énormément souffert. Dans les actes sexuels, moi j'étais vierge à cette époque-là, à 16-17 ans, c'était normal. J'avais jamais embrassé un homme. Bien sûr. Et la première fois qu'il m'a embrassée, moi déjà j'ai été malade toute la journée. Je comprenais pas pourquoi les gens se mariaient. Et puis, il était beaucoup plus âgé que vous? Non, il avait 7 ans de plus. Donc mais il avait 24 ans lui. Il avait 26 ans. 26 ans. Oui. Et lui, c'était un rustre, il regardait ce qui se passait avec ses animaux, puis c'était tout. Il pensait qu'avec une fille, c'était pareil. Et oui. Et pour arriver à tenir le coup, parce qu'il fallait absolument que je tienne le coup, eh ben, pendant l'acte, je lisais. J'adorais lire. Alors je commençais un roman, et au moment le plus passionnant, eh ben, je lisais. C'est ça qui me sauvait. Et lui, ça ne le perturbait pas? Oh, ben, il continuait pendant, oh là là, des temps infinis. Et j'ai toujours eu mal, j'ai toujours souffert de cet endroit-là. Ça, Jeanne, il vaut mieux ne pas en parler à vos enfants. Ah oui, merci de me le dire. Je comprends que vous ayez, vous, besoin d'en parler, mais voyez, autant vous pourriez en parler à une amie, mais à vos enfants, c'est compliqué parce que même s'ils sont grands maintenant, ça concerne quand même leur père et vous, votre sexualité. Donc c'est toujours perturbant d'apprendre des choses sur ce qui touche à la sexualité de ses parents. Même si on est largement adulte, c'est comme si vous, maintenant, vous appreniez des choses concernant la sexualité de vos enfants. Même s'ils sont adultes, vous voyez, c'est toujours un peu dérangeant. Oui. Et bien ça, je le ressens bien comme ça. Vous voyez, mais en revanche, votre histoire d'enfant, votre histoire personnelle, de dire que ce mariage, évidemment, vous ne le souhaitiez pas, que la réaction du curé, de dire que vous n'avez pas été heureuse en tant que femme. Vous pouvez le dire parce que vous savez, je pense que vos enfants, de toute façon, le savent. Oui, mais ça ils le savent, ça. J'ai pas été plus loin, comme vous dites vous-même, j'ai ressenti ça, que ça c'était impossible. J'ai senti ce qui était impossible. Oui, c'est ça. Mais vous savez, elles savent, enfin, vos enfants, vous avez filles, garçons? 2 filles. 2 filles. 2 filles. Oui. Elles ont quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai ma plus grande qui a 57 ans, puis ma deuxième qui a 50 ans. Oui. Puis bien sûr, j'ai beaucoup de petits-enfants, ils ont eu des enfants. Je crois que c'est important pour vous, et puis bon, elles vont pas, à mon avis, tomber des nues, parce que même si vous avez fait en sorte qu'elles aiment leur père, après tout, en tant que père, peut-être que ça a été un bon père. Il pouvait être un mauvais mari, mais être un bon père. Oui, mais il les a jamais regardés. Il avait horreur des animaux et des enfants. Il les supportait pas. Si j'avais pas été là, il les aurait battus. Comme il battait les animaux dans sa ferme. À coups de fourche.
Il ne supportait pas les animaux. Ouais. Il ne supportait pas non plus ni les chats, ni les chiens. J'aurais bien voulu avoir un chien. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il l'a tué. D'ailleurs, il m'en a tué 2 parce que je voulais absolument avoir des chiens. Après la mort du premier, je suis retournée en chercher un autre. Eh ben, il l'a tué aussi. Et il a éventré mon chat. Pouah. Ah, il supportait pas les animaux. Ouais, mais enfin, entre pas supporter et cette violence-là, enfin, on voit cette absence de sensibilité. Enfin, il y a ce côté effectivement très cru, très vous dites rustre, hein, c'est ça, ce côté il y a ce côté très, je sais pas comment dire. De l'ancien temps. Ouais, il y a ce côté-là, c'est ça, un peu où les animaux, bon, c'est le côté utilitaire, quoi, uniquement. Oui, hein, c'est ça. Où il n'existait pas en tant qu'animal vivant. C'est ça. Alors il y a Annie qui dit Jeanne peut quand même dire qu'elle n'a pas été heureuse. Bien sûr que ça vous pouvez le dire. C'est important et d'autant plus, je sais pas quel âge vous avez aujourd'hui Jeanne, mais c'est important de dire que bon pour vous déjà vous vous êtes épuisée là ces dernières années à soigner votre mari qui est dans un état de grand délabrement. Physique et puis compte tenu de cette histoire en plus c'est un homme qui ne vous a pas rendu heureuse, que vous n'avez pas aimé, enfin c'est un soulagement pour vous là qu'il soit placé. Donc il y a aucune culpabilité à avoir dans le fait qu'il soit placé et au contraire je pense que vos filles vont vous aider et que c'est important de lui trouver une structure où il soit bien, hein, évidemment, mais que vous vous soyez justement, vous serez d'autant mieux en sachant qu'il est bien dans une structure et que vous puissiez être bien en sachant qu'il est dans un endroit où on s'occupe bien de lui et où vous allez enfin pouvoir un peu respirer. Pour la première fois de ma vie, je sens que je respire. Voilà. Mais la moindre chose, je pourrais. Là, je suis à la limite de ce que je peux supporter. Je suis à la limite parce que c'est pareil. J'aime tellement mes enfants. Oui. Qu'en aucun cas, je veux leur faire du mal. En aucun cas. Mais ce qui se produit, c'est que lui, comment il va réagir? Parce que c'est assez étrange, lui, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, ou encore ailleurs, ou dans une autre maison. C'est pas ça qui compte. C'est pas le principal. C'est parce qu'il veut que je sois là. Mais Jeanne, peu importe comment lui va réagir, vous avez suffisamment donné, il faut que vous pensiez à vous. Voyez, vous lui avez suffisamment consacré de choses, de temps, d'énergie. Pensez à vous. Et je veux dire, à partir du moment, de toute façon, où il y a des personnes qui s'occuperont bien de lui, où il pourra bénéficier de soins, à un moment, c'est ce qui compte. Ouais. Vraiment. Je vous lis des messages qui arrivent là au 7 21 21. Il y a Marie qui dit dure vie que la vôtre. Vous pouvez tout à fait dire que vous êtes épuisé et que vous n'en pouvez plus de vous occuper de votre mari et cela sans crainte. Vous avez assez donné. Courage à vous. Il y a Petite Fée qui dit beaucoup de courage à vous. Il est temps de penser enfin à vous car vous le méritez. Et puis il y a d'autres réactions. Lisa qui dit vous ne pouvez plus vous occuper de votre mari, vous en avez déjà assez fait et vous devriez raconter vos souffrances à vos enfants sans bien sûr tout dire. Il y a également vous n'avez pas à culpabiliser, vos enfants sont grands, vous n'avez pas à reprendre votre mari si vous êtes épuisé. C'est votre peur ou votre timidité qui vous ont fait subir sans oser dire non. Un non qui aujourd'hui est légitime, n'en doutez pas, pensez uniquement à vous et laissez votre mari dans cette maison prune. Voilà, beaucoup de messages qui vont tous dans le même sens, hein, vraiment, Jeanne. Et justement, Caroline, moi, mon plus grand défaut, c'est que j'ai jamais osé dire non dans ma vie. J'entends bien. Et Petite Plume qui dit, il faut vous accorder un peu de douceur maintenant. Et Oxalis qui dit, pensez d'abord à vous.
et vos enfants vous suivront vraiment. Donc c'est déjà tellement lourd à prendre en charge, déjà même pour une équipe, Jeanne, ce genre de patient, c'est très très lourd. Donc voyez, il faut déjà une équipe autour de lui. C'est ce qu'il faut vous dire, c'est que médicalement, c'est important qu'il soit pris en charge par une équipe. Bon, vous avez déjà énormément fait, Jeanne, et maintenant, il faut que vous vous reposiez aussi, que vous vous occupiez de vous. Vous êtes une dame déjà d'un certain âge. Il faut que vous... J'ai 80 ans. Ben oui, vous vous rendez compte. Donc il est temps que vous ayez un peu de douceur. J'étais obligée de le porter. Là. Il fait 68 kilos. Oui, non. J'étais obligée vraiment de le porter pour l'emmener à la selle. Oui. Donc il faut vraiment que vous voyez. Il y a Maya, tiens, elle vous écoute d'Alger. Elle dit, je voulais dire bravo à Jeanne. Elle a fait preuve de beaucoup de courage durant des années, depuis son enfance. Merci à elle de nous avoir fait part de son histoire et respect. Voilà, Jeanne, rappelez-nous dans quelques temps pour nous dire un peu comment ça évolue et comment vous vous sentez, vous. Mais vraiment, encore une fois, pensez à vous, hein, avec beaucoup de douceur. Écoutez, Caroline, je vais vous dire une chose, c'est que je vais m'accrocher à vous pour pouvoir dire non. Parce que c'est là où c'est difficile. C'est difficile. Pensez à nous, Jeanne, et pour vous dire oui à vous, à ce qui vous fait du bien. Je vous embrasse très fort, Jeanne. À bientôt. Alain Souchon, la compagnie, encore un message pour Jeanne de Madène qui dit pensez à vous, vous avez enduré le pire, à vous de vivre le meilleur, courage. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, place à l'information avec Vincent Daniel. Bonsoir Vincent.